Afrique des libertés, je vous salue. Bonjour à toutes et à tous. Le Mali répond au rapport américain sur les droits de l'homme au Mali. Le gouvernement du Mali répond au rapport américain sur les droits de l'homme au Mali. Et en ce vendredi 7 avril 2023, l'Afrique des libertés, elle s'interroge plus largement sur les droits de l'homme aux États-Unis, sur le respect des droits de l'homme par la puissance américaine. Car il faut aussi qu'on en parle. Je vous salue, où que vous soyez à travers le monde. Il est 10h15 en France, au moment où je prends la parole. Soyez bénis. C'est mon ami Faso Ouattara qui nous réveille par la chanson. Distribuons les pains spirituels de la liberté des Africains. Je vous salue, mes chers amis. Le Mali répond pédagogiquement et méthodiquement au rapport américain sur les droits de l'homme au Mali. Mais nous nous posons la question, quand est-ce qu'on va pouvoir discuter des droits de l'homme aux États-Unis et de la pratique internationale des droits de l'homme par les États-Unis? Parce que cette question se pose et elle s'impose. Soyez bénis, mes chers amis. Debout l'Afrique des libertés. Excellent vendredi partout sur la terre des hommes. À chacune et à chacun d'entre vous. Faso Ouattara chante Dunia. Dunia, Dunia Betende, Aïsamari, Alakadani Kambolo. Dunia, Dunia Betende, Aïsamari, Asakadani Les États-Unis écrivent un rapport sur les droits de l'homme au Mali. Le Mali répond au rapport des États-Unis. Et nous nous demandons à quand les rapports africains sur les droits de l'homme aux États-Unis et la réponse des Américains aux rapports africains. Maliennes, Maliens, Aouniché, Nisoroma, je vous salue, Africaines, Africains en tout pays, que vous soyez dans les diasporas, les océans Atlantiques ou indiens. Je vous salue, amis européens, asiatiques, amis américains des luttes africaines pour la liberté. Vous êtes d'ores et déjà près de 1000 personnes au total rassemblées ici sur YouTube et sur Facebook. Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Je compte sur vous pour aller au bout de ce programme. Vous savez ce que vous avez à faire.
Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur le dernier rapport écrit par les États-Unis sur les droits de l'homme au Mali et les réponses méthodiques, patientes que le gouvernement malien a apportées à ce rapport. Mais je voudrais attirer l'attention des Maliennes, des Maliens, des Africaines, des Africains en général, sur un problème que nous avons. C'est que nous ne nous intéressons pas suffisamment en Afrique aux droits de l'homme dans les autres pays du monde, les pays non africains. Je voudrais ici appeler tous les gouvernements africains, tous les pays africains, à ouvrir dans nos ministères des Affaires étrangères, dans nos ministères de la Justice, un département spécialisé dans l'Observatoire des droits humains dans les autres pays du monde. Un département spécialisé dans les rapports sur l'état des droits humains en Amérique, l'état des droits humains en Europe, l'état des droits humains en Asie. C'est avec cette idée que je me suis réveillé ce matin. J'ai lu très tôt ce matin, non seulement le rapport américain, mais également le rapport américain sur les droits de l'homme au Mali, mais je suis allé lire, bien sûr, patiemment, les près de 9 pages de la réponse du Mali, les remarques, les observations que le Mali a apportées au rapport écrit sur lui aux États-Unis. Et là, j'ai ressenti en tant qu'Africain une frustration. Quelle est la frustration que j'ai ressentie? C'est le fait que dans nos pays à nous, en Afrique, il n'y a pas des départements spécialisés dans le suivi de l'évolution des droits de l'homme chez les Occidentaux. Nous n'avons pas non plus instauré l'habitude de rédiger des rapports sur les droits de l'homme dans les autres pays du monde. Surtout, tout pays qui écrit des rapports sur nous, nous devons prendre l'habitude de la réciprocité. Tout pays du monde qui écrit des rapports sur les affaires africaines, il faut que les Africains s'imposent le devoir d'écrire des rapports sur lui, sur ses affaires à lui, ce pays-là. Et j'ai regardé dans la littérature continentale à propos des droits de l'homme, et je me suis rendu compte que ce sujet-là, cet aspect-là, c'est le parent pauvre de notre système diplomatique, c'est le parent pauvre de notre système judiciaire africain. Nous n'écrivons pas des rapports sur les droits de l'homme aux États-Unis, au Canada, en France, en Angleterre. Nous n'écrivons pas des rapports sur les droits de l'homme en Belgique, en Europe. On n'écrit pas des rapports sur les droits de l'homme dans des pays qui pourtant ont pris l'habitude tranquillement d'écrire des rapports et de publier des rapports sur les droits de l'homme en Afrique. Il est temps que l'Afrique, non seulement l'intelligentsia africaine, mais il est temps que les institutions politiques africaines ouvrent une ligne budgétaire, non seulement pour financer des observatoires internationaux des droits de l'homme, mais du point de vue africain, mais pour s'assurer que tout pays du monde qui écrit depuis plusieurs années des rapports sur les droits humains sur l'Afrique, ce pays-là soit aussi l'objet d'un suivi. Et que nos diplomates africains qui sont dans ces pays soient obligés, eux aussi, de nous faire parvenir tous les éléments pour que nous publiions dans nos capitales, à Bamako, à Dakar, à Yaoundé, à Bangui, à N'Djamena, à Lagos, à Abuja, qu'on publie, nous aussi, notre rapport de notre département d'État sur les droits humains dans les pays de ceux qui écrivent des rapports sur nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? C'est important parce que, voilà, je disais hier soir que les Africains sont fatigués de se faire marcher dessus, mais l'une des manières de ne plus laisser qu'on nous marche dessus, c'est d'écrire nous aussi des rapports sur les autres. Ça va les obliger aussi à répondre à notre rapport. Ils ont écrit un rapport sur nous, non? Nous aussi, on écrit un rapport sur eux. Pendant que nous faisons des remarques sur leur rapport sur nous, ils seront obligés d'écrire des remarques sur notre rapport sur eux. Et comme ça, ils vont apprendre à nous respecter. Et comme ça, ils vont apprendre à nous respecter. Parce que c'est un manque de respect, ça, envers les pays africains. 1, 2, 3, les pays africains sont sommés de rendre des comptes sur leur gestion. Alors que les pays américains, nord-américains, les pays occidentaux ne rendent jamais des comptes aux pays africains.
Donc, il faut maintenant que l'Afrique prenne l'habitude d'écrire des rapports sur l'Europe, des rapports sur l'Amérique. Tous les pays qui se spécialisent pour écrire des rapports, notamment sur cette question des droits humains, il faut que nous aussi en Afrique, on écrive des rapports sur eux. On peut commencer par créer une véritable agence, un observatoire cofinancé par les pays africains animés par l'idéologie panafricaine. On pourrait appeler cela Observatoire panafricain des droits humains dans le monde. Observatoire panafricain des droits humains dans le monde. Des pays comme le Mali vont soutenir. L'Afrique du Sud peut soutenir. L'Angola peut soutenir. Le Burkina Faso peut soutenir. Ils sont déjà dans la bonne ligne. La République centrafricaine peut soutenir. On met un budget dedans. On met une équipe qui travaille toute l'année uniquement à surveiller l'évolution des droits humains dans tous les pays de ceux qui jugent souvent les droits humains en Afrique. Et quand ils publient leur rapport annuel, nous publions notre rapport annuel. Je vous dis souvent que moi, Yamsi Wa Cameroun, voilà, je ne peux pas chômer. Je ne peux pas manquer de travail à faire. Voilà encore un travail que j'ai créé. Et on peut trouver des budgets pour ça. Parce qu'on a beaucoup d'observatoires des droits humains, mais nous observons essentiellement les droits humains en Afrique. Mais nous observons les droits humains africains en Afrique. Mais on n'a pas d'observatoire africain qui travaille sur les droits humains dans les autres pays du monde. Maintenant, il est temps. Les gens nous ont un peu trop habitués à fourrer leur nez dans nos affaires et à nous dire ce qui est droit et ce qui n'est pas droit, pendant que nous ne fourrons jamais notre nez dans leurs affaires pour leur dire ce qui est droit et ce qui n'est pas droit. Voilà pourquoi ce matin, je voulais déjà vous dire ce qui m'a inspiré de vous parler de ce sujet ce matin, c'est l'envie de rétablir l'équilibre de la reconnaissance, l'équilibre du savoir dans le domaine des droits humains. Nous aussi, on a quelque chose à dire sur tous les pays qui ont quelque chose à dire sur les droits humains chez nous. On doit poser ça comme une règle. Et nos grands diplomates, nos ministères de la justice, nos intellectuels formés au droit, à la sociologie, à l'histoire, aux relations internationales, doivent contribuer aux travaux d'un grand observatoire panafricain des droits humains mondiaux. Observatoire panafricain des droits humains mondiaux. Donc, nous aussi, on doit publier chaque année un rapport sur les pays qui écrivent des rapports sur nous. Et Amawa, voilà ce qu'on doit faire. Parce que c'est fatigant. Moi, j'ai vu tout le travail que le gouvernement malien s'est tapé là pour répondre au rapport américain sur les droits de l'homme au Mali. Le gouvernement malien a rédigé une réponse de pratiquement 9 pages. En 9 pages, le gouvernement malien a répondu point par point au rapport américain sur les droits de l'homme au Mali. Mais il faut leur donner du travail aux Américains. Nous aussi, on doit écrire de gros rapports sur les droits de l'homme aux États-Unis et ils seront obligés tôt ou tard de répondre à ça. Et on leur dira, tant que vous ne répondez pas à notre rapport sur les droits de l'homme chez vous, nous aussi, on ne répond pas à votre rapport sur les droits de l'homme chez nous. Vous allez prendre l'habitude de vous expliquer sur les droits de l'homme aux États-Unis, comme vous nous demandez de nous expliquer sur les droits de l'homme au Mali en Afrique. Ça, il faut que ça soit clair. Le rapport ne doit plus être unilatéral. Comme le disait le ministre guinéen des Affaires étrangères, le diplomate Maurice Sanda Kouyaté, il faut que les États-Unis arrêtent de se comporter comme s'ils sont le maître de l'école planétaire et tous les autres pays du monde sont leurs élèves. On n'est pas leurs élèves. Et il faut que je le leur dise en anglais. You American people, you American political elite, you continue to behave like if you were the masters or the teachers of the world, and that all this world, all the other countries of the world are just your students. Now stop this bad joke. You are not the master, the teacher of the world. You write every year reports on human rights in the other countries. But the other countries are not writing reports about human rights in America. So we believe that it will be very useful for African countries to write every year annual reports on human rights abuse
in America so that you will be giving some answers to African observers. Exactly like African countries have to give answers to reports about human rights in their country. In Guinea, Conakry, Guinea, they told you stop playing the bad role of the teacher of the world class. We are not your student. Africa existed before America. The African civilization precedes American civilization in the history. So stop now writing reports on human rights in other countries, but never explaining yourself about human rights abuses in your own field and what you have done on this earth concerning human rights. Have you ever answered to all the objections about human rights abuse by American troops through the world and the history? So, my purpose today is to see how Mali has just responded to your report about human rights in Mali. And at the end of my analysis, I will ask you to give answers about human rights abuses by America. Exactly like you are asking Mali to give answers to a report. Because, dear American people, dear American brothers and sisters in humanity, the world has changed. No more, never more. There will be a country leading all the other countries in the world. We are entering now in the multipolar world. Listen to me very well. There will be never more on this earth one country leading all the others. The unipolar world has died. Now we are entering, walking in the path of the multipolar world, where there is no unique country being the leader of all the others. We will have to share the world like a common good for all humanity, all mankind. This is very clear. So I'm personally very scandalized when I see you writing reports on Mali and forgetting what you have been doing in the world for decades, for centuries, against human rights abuse. Louis Farrakhan told you, America, shut up about human rights abuse because you are the champion of abusing human rights. And you continue speaking. So we will help you to recover your memory of your human rights violations so that you understand that African people are no more ready to receive any kind of human rights lesson coming from America. Let it be clear. Let us make it clear you have no human rights lectures to teach to the world after what you have done. Voilà l'intention de cette conférence ce matin. Dire aux Américains d'arrêter ça. Le ministre Maurice Sanda Kouyaté leur a dit, le monde n'est pas une classe dont vous êtes le maître. Nous ne sommes pas vos élèves. Ce n'est pas de la rodomontade, ce n'est pas de l'arrogance, c'est la vérité. Nous étions au monde avant les Américains. Avant que la civilisation américaine n'apparaisse, la civilisation négro-africaine fut. Première civilisation mondiale qui a fondé toutes les autres. Nous avons une mémoire de l'humanité qui est plus longue. Nous sommes les peuples les plus anciens de la Terre. Nous, peuples africains. Vous ne pouvez pas nous enseigner les droits humains. Car l'homme a fait son apparition chez nous. Donc, qui plus est, dans l'histoire de l'humanité, si on compare les abominations qui ont été commises, qui a commis le plus grand nombre de crimes contre les autres peuples? Qui a commis le plus grand nombre d'abominations contre les autres peuples? Si ce ne sont, comme l'a dit Nicolas Sarkozy, les puissances occidentales, l'Europe. Quelle est la civilisation la plus barbare et la plus sauvage de l'histoire de l'humanité? Sarkozy a répondu.
Ou bien vous n'avez pas entendu M. Sarkozy. Venez dire ça, parce que si je continue à dire ça, on va encore dire, voilà, il cherche des problèmes comme s'il n'en avait pas assez. Non, je ne cherche pas des problèmes. Je suis quelqu'un qui m'informe et qui écoute ce que les gens disent et qui en tire les conséquences. Monsieur Sarkozy, quelle est la civilisation la plus barbare de l'humanité? Dites ça, comme ça, on peut avancer avant de regarder le rapport américain. Dites-nous ça, on peut avancer. Sarkozy. Monsieur Sarkozy, Europe sauvage. Ah, on trouve la vidéo facilement. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. Amina. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Très bien. C'est l'Europe. Ok, merci. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. Quelle plaisanterie. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Et quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Ouais. Toi, tu as oublié si la vous Libye. n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Ouais, il a oublié la Libye. Il a oublié la Libye, la Côte d'Ivoire. Lui, ouais, facile. Hein? C'est seulement en Bosnie que l'Europe a été sauvage. Bon, M. Sarkozy, c'est bien. Vous avez rappelé à tout le monde une évidence. Or, quand on parle de l'Europe, là, c'est l'Occident. Parce que les Américains, ce sont des Européens, ce sont des colons européens qui dirigent les États-Unis. D'ailleurs, pour s'installer aux États-Unis, ils ont exterminé les Indiens. Les Native Americans ont été exterminés. Pour bâtir les États-Unis, ils ont commercialisé les Noirs pour travailler dans les plantations de coton. C'est-à-dire que voici des gens qui ne devraient même jamais écrire un rapport sur les droits de l'homme. Il suffit de connaître leur histoire et on leur dit « shut up, close your mouth, you have nothing to say ». Et c'est ce que Louis Farrakhan a dit un jour. Farrakhan s'est énervé avec un journaliste qui lui disait, je vais retrouver Louis Farrakhan, un leader noir américain, qui répondait à un journaliste à propos, je vais vous dire une chose, à propos des droits de l'homme aux États-Unis. Louis Farrakhan. J'espère que je vais retrouver ça. C'est une vidéo de Louis Farrakhan qui est très célèbre. Il dit à quelqu'un, mais dis donc, toi, tu parles de quoi? Il dit, mais vraiment, j'espère que je vais retrouver cette petite vidéo-là. Louis Farrakhan, America. America. Excusez-moi, hein. Si je la retrouve, tant mieux. Elle pourra bien illustrer ce que je veux dire. Ah oui, j'ai retrouvé. Which is, if not the most corrupt nation in Africa, and it is, it could be the most corrupt nation in the world, America. And now, Mr. Wallace, it is the most corrupt nation that I have ever covered. I've been there 25 years ago, and I've been there as recently as last year. What? 35 years old. That's what that nation is. Now here's America, 226 years old. You love democracy. C'est le goût de mon mascarpone, si crémeux et onctueux, que je veux partager avec vous. Galbano, il gusto della dolce vita. Voilà. Par exemple, cet extrait. سودا أو بيضا مسلمين أو مسيحيين ذلك أن المسلم ثابت الإيمان هو حصة الإنسانية كلها وهذا هو منهج توثيق عرى التعاون والتضامن في Je l'avais mise pas très loin la bonne vidéo. Il faudrait que vous écoutiez ce qu'il a dit, Louis Farrakhan. The Children's Hospital. مستشفى الأطفال. And I must. Bon, écoutez, je vous la retrouverai plus tard et je la mettrai à notre disposition.
Je la mettrai à votre disposition. Louis Farrakhan, c'est un leader noir américain qui répondait un jour à un journaliste qui essayait de lui demander pourquoi il avait de bonnes relations avec les Nigérians, c'est un pays corrompu, etc. Et Farrakhan lui dit, mais est-ce que vous savez que nous, Américains, nous sommes le pays le plus diabolique, le plus corrompu, le plus satanique de la Terre, au regard des abominations que nous avons commises. Nous avons massacré les Vietnamiens, massacré les Irakiens, massacré les Libyens, massacré les Japonais. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait sur cette terre-là? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Hein? Donc vraiment, fermez-la. Et il s'adressait aux journalistes. Fermez-la, ne parlez. On peut critiquer le Nigeria, mais le Nigeria n'a rien fait à côté de ce que vous avez fait. Fermez-la. Il y a une vidéo très célèbre de Louis Farrakhan en ce sens. Je vous la retrouverai et je la mettrai à votre disposition. Maintenant, intéressons-nous à la deuxième partie de cette émission matinale. J'ai commencé d'abord par vous dire ma frustration qu'en Afrique, on n'a pas l'habitude de se prononcer sur les droits humains dans des pays qui passent leur temps à écrire des rapports sur nous. Il faut qu'on change. Il faut qu'on crée des instituts, qu'on crée des lignes budgétaires, qu'on mette des experts à écrire sur les droits de l'homme dans les pays qui écrivent des rapports sur nous. Parce qu'en fait, la situation des droits de l'homme chez eux est souvent pire que chez nous en Afrique. Et c'est parce que nous n'avons pas pris l'habitude de leur dire qu'ils croient qu'ils ont raison. Il faut leur enlever l'illusion de posséder la science infuse des droits de l'homme. Pour cela, nous aussi, on met les deux pieds dans leurs affaires et on leur dit, il y a ça qui se passe aux États-Unis. Pour nous, c'est une violation grave des droits de l'homme, ça fait pitié. Il y a ça qui se passe en Europe, c'est une violation grave des droits de l'homme, ça fait pitié. Bon, il faut qu'on dise ça. Et quand un pays veut parler de nous, on lui dit, répondez d'abord de ça. Quand vous aurez fini, nous, on vous répondra sur ce que vous dites. Bon. En tout cas, le Mali a fait preuve de pédagogie. Il a publié un document du ministère des Affaires étrangères de notre frère, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, intitulé Observations of the Government of the Republic of Mali on the 2022 report of the United States Department of State on the Human Rights Situation in Mali, published on 20th of March 2023. Donc, le Mali a fait des observations du gouvernement malien sur le rapport 2022 des États-Unis, du département d'État des États-Unis, sur la situation des droits de l'homme au Mali, lequel rapport américain a été publié le 20 mars 2023. Le Mali fait des remarques là-dessus. Je ne vais pas vous traduire toutes les remarques faites en anglais par le gouvernement malien, mais je vais vous faire remarquer les grandes lignes de la réponse du gouvernement malien. Le gouvernement malien souligne dans l'introduction à sa réponse, à ses observations, que le rapport américain est écrit de manière unilatérale. A visibly one-sided picture of the situation in Mali. C'est-à-dire une vision unilatérale. C'est-à-dire que les Américains, ils racontent l'histoire des droits de l'homme de leur point de vue à eux. Non pas du point de vue du vécu des Maliens. Voilà des gens qui rapportent la situation des droits de l'homme au Mali, mais ils ne veulent pas tenir compte du point de vue de ceux qui vivent au Mali, du point de vue du gouvernement malien, mais seulement du point de vue des adversaires du gouvernement malien, des ennemis du gouvernement malien et du point de vue de la prétendue supériorité, bien sûr, civilisationnelle et morale des États-Unis. Donc, le Mali dénonce déjà la posture du rapport qui consiste à vouloir dicter aux Maliens, plus amplement aux Africains, ce qu'il faut penser de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Et ne pas reconnaître la complexité des situations intérieures, ne pas reconnaître la complexité de la lutte que les gouvernements africains, les peuples africains mènent aujourd'hui contre le terrorisme, et être simplement là dans une posture de censeur, de juge, pour donner des bons et des mauvais points. Ça, c'est l'objet, la première partie de la réponse, c'est-à-dire de l'introduction. Le Mali conteste la posture unilatérale, partiale, biaisée, n'est-ce pas, de ce rapport. Bon. Maintenant, le Mali va répondre à chacune des sections du rapport américain. Le rapport américain comporte 7 sections et le Mali va faire des observations sur chacune des sections du rapport. La première section du rapport américain parle du problème du respect de l'intégrité des individus. Le rapport américain prétend que l'intégrité des personnes n'est pas respectée au Mali. Mais le Mali explique qu'il est en lutte justement contre les forces qui menacent la paix et la sécurité sur son sol. Et qu'il faudrait souligner les efforts qui ont été fournis par le gouvernement pour restaurer la paix et la sécurité dans un pays qui depuis 10 ans était en proie à un démembrement
violents. Alors, sur ce premier point, le respect de l'intégrité, etc., de l'intégrité des personnes au Mali. La réponse du gouvernement malien consiste à dire, justement, nous nous battons pour pacifier le Mali. Nous nous battons pour assurer la paix et la sécurité au Mali. Mais moi, j'aurais ajouté là, mais nous nous battons au Mali contre les terroristes que vous avez fait venir, puisque c'est vous, Américains, dans le cadre de l'OTAN, avec les Français et les Britanniques notamment, c'est vous qui avez détruit la Libye. Et c'est vous qui avez provoqué le déferlement d'Al-Qaïda et de l'État islamique au Mali. Nous sommes en train de lutter contre les terroristes que vous nous avez envoyés. Ça manque dans cette première partie. Il fallait déjà leur dire, mais en fait, vous vous plaignez que l'intégrité des personnes n'est pas respectée au Mali. Vous accusez l'armée, alors que l'armée se bat contre les terroristes que vous avez envoyés. Lavrov avait fait la remarque à Fabius. En 2013, quand Fabius lui a dit que la Russie ne s'oppose pas à l'intervention militaire française pour stopper ce qu'on appelait à l'époque les djihadistes qui menaçaient de prendre Bamako. Lavrov a dit, il n'y a pas de problème, la Russie ne s'opposera pas au Conseil de sécurité des Nations Unies à ce que l'armée française stoppe les terroristes. Mais Lavrov a ajouté ceci à Fabius. Mais vous allez maintenant combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Fabius a dit, c'est la vie. D'accord? Donc là, déjà, la déstabilisation du Mali, qui est responsable? Est-ce que ce sont les Maliens qui se sont auto-attaqués? Non. C'est l'OTAN qui a détruit la Libye, assassiné Kadhafi, et qui a permis l'invasion du Sahel par des terroristes. Et puis c'est la même OTAN, la grande puissance de l'OTAN, les États-Unis, qui se lèvent pour donner des leçons de respect des droits humains. Comment vous pouvez avoir attaqué la Libye, déstabiliser tout le Sahel, maintenant qu'il y a les conséquences de votre action, vous venez en plus dire aux gens comment ils doivent se comporter? Ça, c'est une logique diabolique. C'est du diable, ça. Qui a déstabilisé le Mali? Mais ce sont ceux qui ont tué Kadhafi et détruit la Libye. Et on sait pourquoi l'OTAN a attaqué la Libye. Ou bien on ne le sait pas. On le sait. Pourquoi elle a tué Kadhafi? On le sait. L'OTAN a attaqué la Libye et tué Kadhafi parce que Kadhafi se préparait à mettre en place une monnaie africaine continentale, dinar or. Cette monnaie allait mettre fin à la suprématie du dollar et de l'euro et du franc CFA en Afrique. On a retrouvé dans les mails de Mme Hillary Clinton les raisons pour lesquelles Kadhafi a été tué. Donc déjà, en fait, le gouvernement du Mali se donne une peine incroyable de répondre à des gens qui sont coupables de ce dont souffre le Mali. Ils sont coupables. Dès le premier paragraphe, au lieu même de dire « nous nous battons pour respecter l'intégrité », on dirait « est-ce que vous avez oublié que c'est vous qui avez fait ça ?» En matière de respect de l'intégrité des personnes, n'est-ce pas vous qui avez tué l'intégrité du corps de Kadhafi? N'est-ce pas vous qui avez bombardé la Libye aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne? N'est-ce pas vous qui avez déstabilisé tout le Sahel? Est-ce là un monument de respect de l'intégrité des personnes? Are you respecting integrity of the individual when you are bombing Libya, killing Gaddafi, and organizing the invasion of all the Sahelian territory by terrorists of Al-Qaeda and of ISIS? Is this respect of integrity of individuals, invading countries, bombing them, mass killing people, just to steal their oil? Vraiment. Pourtant, le Mali se contente de rappeler que la situation s'est améliorée, que l'État malien s'est vraiment battu et que de plus en plus la paix et la sécurité reviennent dans le territoire, que ce n'est pas facile. Et puis on passe au point suivant. Les Américains écrivent une deuxième partie sur le respect des libertés publiques. Le respect des libertés publiques. La liberté de parole, etc. Mais qui a pourchassé Assange? Le Mali leur répond que vraiment il s'efforce de respecter les libertés publiques, mais dans l'intérêt de la sécurité et de la paix à l'intérieur. Parce que si on laisse les discours de haine, si on laisse les discours blasphématoires, etc. prospérer, ça va troubler la paix sociale. Ça va troubler la paix sociale. Donc, on essaye de respecter la liberté d'expression tout en veillant à ce que la sécurité et la paix soient assurées. Bon, mais écoutez, mais qui poursuit Julian Assange? Ce ne sont pas les Américains.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est contenté de s'exprimer, non? Il ne s'est pas contenté de révéler des choses. Ne suis-je pas, moi, ici, persécuté en France par un soi-disant État qui respecte qui serait la patrie des droits de l'homme pour ma liberté d'expression? N'est-ce pas pour ça qu'on me fait toutes les misères en France? De quoi ils parlent, ces gens-là? Ils respectent la liberté d'expression? C'est pour ça qu'ils ont bombardé l'Irak, pour que les Irakiens s'expriment sous les bombes, bombardé la Serbie, pour que les Serbes s'expriment sous les bombes, bombarder le Vietnam, pour que les Vietnamiens s'expriment sous les bombes, bombarder Hiroshima et Nagasaki. C'est pour ça? De quoi ils parlent là? Respect of public freedom. Les Noirs américains sont-ils respectés? Combien sont massacrés par la police chaque année? Combien de Latinos? Combien d'étrangers d'origine aux États-Unis passent par les violences, la barbarie policière, et puis combien sont abandonnés à la pauvreté la plus crasse dans des villes entières, en train de manger dans les poubelles? Combien? Vous traversez tout ça? Vous venez donner des leçons aux Maliens qui luttent contre les terroristes que vous avez envoyés? Est-ce que vous trouvez ça juste? Est-ce que vous trouvez ça juste qu'on fasse travailler nos gouvernements à répondre à des puissances qui sont coupables de ce dont nous souffrons? Vous trouvez ça juste? Ah oui, freedom of speech, assembly, religion, movement, protection of refugees, status and treatment of internally displaced persons. Mais qui a provoqué les déplacements de personnes? Qui a provoqué la guerre? Qui a provoqué l'instabilité du Sahel? C'est vous. Et vous voulez, pendant que l'État malien se bat pour stabiliser ses populations, après la déstabilisation que vous avez produite, vous venez juger l'État malien. Non, mais je continue. La lecture en diagonale du rapport. Section 3. Freedom of participation in the electoral process. La liberté de participation au processus électoral. Mais écoutez, vous voulez qu'il y ait des élections au Mali? Mais il y a eu des élections au Mali pendant 30 ans. Le Mali n'en a pas pour autant, n'en est pas sorti de l'instabilité. Toute élection précipitée au Mali va aggraver l'instabilité. Il faut au Mali d'abord la paix et la sécurité avant les élections. Il faut que la totalité de 1 241 238 km² du Mali soit sous le contrôle de l'État. Vous venez parler d'élections, vous êtes pressé pour qu'il y ait une élection bâclée et que vous ayez l'occasion de dire que le gouvernement n'est pas assez légitime. Et par conséquent, de forcer le gouvernement à brader les richesses du Mali pour vos multinationales. Section 4. Corruption and lack of government transparency. Corruption et manque de transparence dans la gestion de l'État. Ah, mon Dieu. Vous êtes en train de piller la Libye. Vous pillez la Syrie. Vous pillez l'Irak. Le Premier ministre irakien vous a demandé de rentrer chez vous, Américains. Go back to your country. Remove your armed force from Iraq. You say no. But what are you talking about? Corruption, lack of government, when you are stealing oil in Iraq for years now? Is this not the worst corruption one could think? In Syria? In Libya? What are you taking in the Libyan oil at the same time? Y a-t-il plus corrompu que vous? Y a-t-il plus corrompu que vous, gouvernement américain? Pourquoi avez-vous détruit l'Irak? C'était pour voler le pétrole irakien. Pourquoi avez-vous détruit la Libye? Mais pour voler le pétrole libyen. C'est pour ça que vous l'avez détruite, la Libye. L'or de Kadhafi, le pétrole. Vous avez pris et vous venez parler de quoi? De corruption et de transparence au Mali. Ce sont vos affaires. S'il y a la corruption au Mali, là, c'est avec l'argent américain. Donc, le Mali va devoir écrire sur la corruption chez vous. L'Afrique doit écrire sur la corruption aux États-Unis. Section numéro 5. The government position on international and non-governmental investigation into alleged human rights violations. Dans la section numéro 5, les Américains disent que le Mali doit accepter les investigations internationales sur les violations des droits de l'homme au Mali. Et le Mali explique qu'il n'a jamais été fermé à cette transparence, mais qu'il faut que ce soit des enquêtes réputées impartiales et non des enquêtes déjà biaisées. Mais moi, j'ajoute, est-ce que le Mali peut enquêter sur les violations des droits humains aux États-Unis?
Est-ce que les États-Unis accepteraient que le Mali vienne enquêter sur les violations des droits de l'homme aux États-Unis? C'est ça la question. On doit leur demander, est-ce que nous, Africains, nous, États africains, avons la permission de nous mêler, d'envoyer des équipes d'enquêteurs? Parce que nous constatons des violations abusives de droits de l'homme tous les jours aux États-Unis. Et des violations des droits de l'homme par les États-Unis dans le monde, alors il y en a à gogo. Il y a une floraison de violations. Mais vous refusez que les citoyens américains soient jugés à la Cour pénale internationale. Vous, Américains, vous avez menacé la Cour pénale internationale, les juges de la CPI. Vous les avez menacés de les arrêter, de fermer leurs comptes bancaires, de les chasser même de la planète, d'interdire même qu'ils montent dans un avion s'ils continuent d'investiguer sur les citoyens américains. C'est ce que vous avez fait. You refused the ICC, International Criminal Court, to judge American citizens. But you pretend that Mali has to accept you to investigate in human rights violation in Mali. Who are you, America, to think that the other people must open all their doors? You just enter. And that the other people don't have the right to enter in your own territory and investigate about your own human abuse. C'est quoi cet unilatéralisme-là? Donc, oui, le gouvernement du Mali ne veut pas accepter que les enquêtes internationales se déroulent. Vous avez accepté une enquête internationale pour tous les crimes de masse qui ont été commis aux États-Unis contre les Noirs et les Indiens. Vous avez accepté. Pour tous les crimes contre l'humanité commis par l'armée américaine en Irak, en Syrie, au Vietnam, en Amérique latine, les crimes qui ont été commis en Somalie, les crimes qui ont été commis en Libye, vous avez accepté quelle investigation? Et vous pensez que les Africains vont continuer à trembler quand vous écrivez des rapports sur eux, trembler quand vous écrivez des rapports sur vous? Mais vous ne savez pas, c'est fini. Les Africains sont sortis de la plantation de coton, comme le dit mon frère Kémy Séba. We are no more slaves and we will never more be slaves. We Africans of the world. No more slaves and never more. Donc, il dit, oui, le gouvernement ne se soumet pas. Et le Mali dit, mais écoutez, il faudrait qu'il y ait d'abord des commissions impartiales. On ne se soumet pas à n'importe quoi. Voilà. Section numéro 6 du rapport. Discrimination and societal abuse. Il reproche au Mali de laisser se développer des discriminations et des abus sociaux. Des abus sociaux, notamment envers les femmes, les violences contre les femmes. Et ils vont plus loin, les violences contre les homosexuels. Bon, le Mali leur répond que le gouvernement malien se bat contre toute forme de violence sexuelle avec les moyens qu'il a. Et il est hors de question qu'on dise que le Mali est tolérant envers les violences liées au sexe. Mais le Mali leur répond que mais vous considérez comme normal le mariage entre une femme et une femme. Vous considérez comme normal le mariage entre un homme et un homme. Nous, au Mali, non. Nous, en Afrique, non. Le mariage est une institution hétérosexuelle. C'est ça, en Afrique. Chez vous, aux États-Unis, chez vous, en Europe, c'est normal. Le mariage d'un homme avec un homme, c'est normal. Le mariage d'une femme avec une femme, ça, c'est votre problème. Là, le Mali a répondu clairement. Ce sont vos valeurs sociétales. Ce ne sont pas les valeurs de la société africaine. C'est tout. Alors, de quel droit ce que vous considérez comme étant vrai chez vous doit être vrai chez tout le monde? Ce que vous considérez comme étant bon chez vous doit être bon chez tout le monde. Dans la société africaine, dans la tradition morale et éthique africaine, un homme se marie avec une femme. Une femme se marie avec un homme. Un homme ne se marie pas avec un homme. Une femme ne se marie pas avec une femme. C'est tout. Donc, si vous, en Europe, vous acceptez cela, c'est votre droit. Mais vous n'avez pas le droit d'imposer cette norme à toute la planète. La réponse du Mali est ferme. La réponse du Mali est ferme là-dessus. Et ça, c'est la réponse de toute l'Afrique. L'Afrique n'a pas l'ambition de dire aux Occidentaux ce qu'ils doivent faire chez eux.
L'Afrique demande aux Occidentaux de cesser de lui dire ce qu'elle doit faire chez elle. Vous estimez que le mariage est une institution ouverte à tous les sexes, c'est votre droit, vous, Occidentaux, dans votre pays, dans votre civilisation. Dans la civilisation africaine, le mariage est une institution qui unit un homme et une femme. C'est tout. Les Africains ne veulent pas vous imposer leurs normes. N'imposez pas non plus votre norme aux Africains sur ce sujet. C'est tout. Les Africains ne vous disent pas ce que vous devez faire pour définir les codes de la sexualité chez vous. Bon, il ne faut pas non plus venir dicter aux Africains vos codes à vous. C'est-à-dire que, vraiment, ici, le Mali est pour la paix dans le domaine des représentations sexuelles. Pas de violence contre les personnes en raison de leur orientation sexuelle, mais non plus pas de violence sur les normes culturelles de la société africaine. Pas de violence sur les personnes, pas de violence non plus sur les normes culturelles. Que chacun respecte les siennes. Et on verra bien, au bout du compte, ce que ça va donner. On arrive au chapitre, toujours au chapitre 7. Le 7e point, ce sont les discriminations, les violences raciales. Le Mali souligne qu'il n'y a pas, de la part du gouvernement ni de l'armée, une pratique de discrimination ou de violence sur la base de l'appartenance raciale ou de l'appartenance ethnique. D'autant plus que le Mali est un pays de brassage multiculturel de très longue date et l'armée malienne elle-même, elle est brassée comme le peuple malien. Donc tous ceux qui ont tenté de manipuler l'opinion en faisant passer l'armée malienne pour une armée qui serait en train de vouloir éliminer un certain groupe ethnique dans son propre peuple sont des menteurs. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Le Mali rejette ces accusations complètement farfelues. Il n'y a pas de projet d'élimination d'une ethnie malienne par l'État, par l'armée malienne. Car toutes les ethnies maliennes sont dans l'État et dans l'armée malienne. Dans l'État et dans l'armée malienne. Et la tradition malienne, c'est de vivre ensemble. Les peuples maliens vivent ensemble depuis plus longtemps, avant même que n'existe la France. Les peuples du territoire malien là, vivaient déjà ensemble. Les ethnies du territoire malien vivaient déjà ensemble, avant que n'existe la France, République. C'est tout. Et donc, enfin, des remarques ont été faites sur les droits des travailleurs. Bon, le Mali souligne que, mais il est très étonné. Au Mali, eh bien, le gouvernement qui lutte contre le terrorisme, le gouvernement qui lutte pour la paix et la sécurité, est tout à fait obligé de continuer à lutter pour améliorer les conditions des travailleurs, mais avec les moyens qu'il a dans la situation actuelle. Ce n'est pas la volonté qui manque aujourd'hui au sommet du Mali. Ce qui manque pour le moment, ce sont les moyens. Ce qui manque pour le moment sont les disponibilités, les compétences pour améliorer le sort de toute la communauté des travailleurs. Bon, voilà comment le Mali a répondu dans les grandes lignes. Je voudrais saluer ici le gouvernement malien, d'abord pour la qualité rationnelle, technique de la réponse qui a été fournie au gouvernement américain. Mais je voudrais dire que cet exercice-ci doit se compléter désormais par la réciproque. C'est-à-dire que le gouvernement malien les gouvernements africains en général doivent profiter de ce type de réponse pour s'intéresser aux droits humains dans les pays qui leur parlent. Si un pays, les États-Unis, fait des remarques sur les droits humains chez nous, bon, nous allons répondre à ces remarques, c'est normal, c'est ça la diplomatie. Mais profitons-en pour faire des remarques sur les droits humains chez eux et leur demander de répondre, en leur disant la prochaine fois, si vous n'avez pas répondu à nos observations sur les droits humains chez vous, sachez que nous n'allons plus prendre en compte vos observations sur les droits humains chez nous. Ce que nous allons faire, chaque fois que vous publiez un rapport sur les droits humains chez nous, nous, on va seulement publier un rapport sur les droits humains chez vous. Nous sommes assez grands pour surveiller l'évolution des droits humains chez nous, mais comme vous pensez que c'est vous qui devez nous faire à chaque fois la leçon, vous devez corriger notre copie, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on va ouvrir une rubrique de travail sur les droits humains chez vous. Quand vous publiez votre rapport annuel sur nous, on publie notre rapport annuel sur vous. Et il y a beaucoup à dire. Si on devait s'intéresser aux États-Unis, je prends seulement cette petite vidéo extrêmement intéressante sur
les droits humains aux États-Unis, dis donc, c'est marrant quand même que ce soit eux qui parlent. Il y a une toute petite vidéo que j'ai retrouvée et que j'ai publiée sur mes pages Facebook et YouTube. Un petit résumé des atrocités qu'ils ont commises là entre les deux siècles qui viennent de passer. Attendez, on va finir par ça. Un tout petit résumé sur ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait. Hop. Don't harbor terrorists. Democratic countries don't use weapons of mass destruction. Don't invade. Don't invade. Democratic countries actually don't invade their neighbors. Democratic countries don't harbor terrorists. Democratic countries don't use weapons of mass destruction. Don't use weapons of mass destruction. Alors, en fait, c'est un tout petit reportage qui a été fait. Dans ce reportage, on donne la parole à Mme Condoleezza Rice. Condoleezza Rice est l'ancienne secrétaire d'État américaine. Et elle donne la définition de ce que c'est qu'un pays démocratique. Elle dit qu'un pays démocratique n'utilise pas des armes de destruction massive. C'est ce qu'elle donne. Hein. Elle dit qu'un pays démocratique n'envahit pas ses voisins. Voilà les deux critères qu'elle retient. Un pays démocratique ne provoque pas la mort en masse des êtres humains. Three criteria of democracy. One, a democratic country does not invade his neighbors. Un pays démocratique n'envahit pas ses voisins. Ça, c'est le premier critère de Condoleezza Rice. Deuxième critère, a democratic country doesn't use mass destruction weapons. Un pays démocratique n'utilise pas des armes de destruction massive contre les populations. C'est le deuxième critère. Et troisième critère, un pays démocratique n'est pas coupable d'élimination, de blessures, de violations graves de l'intégrité physique des personnes. Astaghfirullah. Condoleezza Rice, c'est ça qu'elle a trouvé comme définition d'un pays démocratique. Alors là, la vidéo, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait simplement défiler ce que les États-Unis ont fait. La vidéo fait défiler ce que les États-Unis ont fait. Pendant que Condoleezza Rice, on lui fait répéter ses propos. Et je vous dis les pays qui vont défiler. Là. En Corée, 1950-1953, ils ont fait des milliers de morts. Au Vietnam, 1955-73. À Cuba, 1961, des milliers de morts. En Grenade, en 1983, des dizaines, des centaines de morts. À Panama, 89-90, des centaines de morts. En Afghanistan, de 2001 à 2021, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts. En Irak, des centaines de milliers de morts. En 2003. Au Liban, en 1978, des centaines de morts. Et en Libye, des centaines de morts. En Libye, des centaines, des milliers de morts. Au Japon, des centaines de milliers de morts par les bombes atomiques. Au Liban, en Serbie, en Somalie, en Syrie, au Yémen, des centaines de milliers de morts. Des millions de vies ont été ôtées par les États-Unis au nom de la démocratie. Millions of lives have been destroyed by the United States in the name of democracy. That's why Fela told us this is not democracy, but demon crazy. Demon crazy. Le pouvoir fou des démons, demon crazy. Voilà une dame, Condoleezza Rice, qui nous donne 3 critères d'un État démocratique. Les États-Unis ne remplissent aucun. Le critère de l'invasion des pays, des autres pays du monde. Les États-Unis sont champions.
Le critère de l'utilisation des armes de destruction massive, les États-Unis sont le numéro 1. Le pays qui a utilisé les armes de destruction massive au plus haut niveau sur la planète, les États-Unis. Le critère du nombre de personnes tuées, massacrées, blessées, provoquées par une nation qui se dit démocratique, les États-Unis sont numéro 1. Condoleezza Rice, on se demande si c'est le même cerveau qui donne les critères de la nation démocratique et c'est le même cerveau qui a en mémoire les actions américaines à travers le monde. Donc vraiment, moi ce matin, je voulais partager avec vous le dégoût que m'inspirent les méthodes de l'administration américaine envers les Africains. Ils nous prennent à tout prendre pour des idiots. Écrire un rapport comme celui qu'ils ont écrit sur le Mali, c'est une insulte à toute l'Afrique. Nous savons ce qu'ils ont fait en Libye et ils sont coupables de la déstabilisation actuelle du Mali. Nous savons ce qu'ils ont fait en Somalie. Nous savons ce qu'ils ont fait, comment ils ont soutenu le régime criminel sud-africain. Et là, j'ai envie de donner la parole à Nelson Mandela. Le président Mandela lui-même est intervenu sur cette affaire. Mandela, à un moment donné, leur a dit ces quatre vérités à propos de ce qu'ils ont fait dans le monde. Pour dire que vraiment, vous devez être les derniers à venir parler des droits humains. Je crois que j'ai publié cette vidéo du président Mandela dans un moment de vérité. Où, voilà. Je vais lui donner la parole. Yeah, which was sponsored by their predecessors. They do not care. Is it because the Secretary General of the United Nations is now a black man? Mandela, en 2003, demande pourquoi les États-Unis attaquent l'Irak. Est-ce parce que c'est Kofi Annan, un noir, qui est secrétaire général des Nations Unies, que personne ne veut l'écouter? Pourquoi les États-Unis enjambent le droit international pour attaquer l'Irak? C'est la question que pose Mandela. Et il continue. They never did that when Secretary Generals were white. Quand le secrétaire général des Nations Unies était blanc, ils n'ont pas fait ça. Outside the United Nations. And if there is a country that has committed unspeakable atrocities in the world, it is the United States of America. S'il y a un pays qui a commis les abominations, les atrocités les plus indicibles, les plus indescriptibles dans ce monde, ce sont les États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'il vient de dire. If there is a country that committed atrocities that are unspeakable in this world, it is the United States of America. Voilà. Je m'arrête là. Mes chers amis, je voulais transmettre cette colère de l'opinion africaine, une juste colère de l'opinion africaine devant le mépris que les États-Unis continuent à afficher envers nos États, envers nos gouvernements, envers nos peuples. Qu'ils sachent que nous en prenons bien note et que c'est pour cela que nous nous engageons fermement dans le monde multipolaire. Nous savons que les États-Unis d'Amérique ne sont pas aptes à enseigner la morale à qui que ce soit sur la planète dans le domaine politique. Dans le domaine du respect de la vie humaine, les États-Unis sont les derniers en termes de puissance politique à pouvoir donner une leçon à qui que ce soit sur la planète. C'est aussi ce que Louis Farrakhan leur avait dit. Who are you to judge the other people of this world after what you have done? After what you have done, après ce que vous avez fait là, vous devriez vous taire, entrer en pénitence. Vous repentir et payer pour tout ce que vous avez fait avant de parler. Le Mali a fait preuve de patience. La diplomatie malienne a répondu point par point aux allégations aventureuses du rapport américain. Et le Mali a même eu la gentillesse de ne pas rappeler aux Américains: nous nous battons contre les terroristes que vous nous avez envoyés. Al-Qaïda, c'est vous qui l'avez créé. C'est la CIA qui a créé Al-Qaïda dans les années 80 pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Nous le savons. Maintenant, nous, Africains, on sait. Nous vous voyons aux côtés de l'État islamique en train de combattre Bachar el-Assad en Syrie. Nous vous avons vu opérer en Irak. Nous vous avons vu opérer en Afghanistan avec les organisations terroristes qui nous combattent en Afrique.
de grâce, arrêtez de croire que nous ne savons pas que vous jouez un double rôle, soi-disant d'aide à la lutte antiterroriste en Afrique et en même temps, en réalité, de facilitateur, de parrain, de couvreur, eh bien, de cette invasion terroriste que subit l'Afrique. Ça suffit. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Vous nous déstabilisez. Et de l'autre côté, vous voulez encore profiter des effets de la déstabilisation que vous avez provoquée. Vous nous déstabilisez et vous prétendez nous aider à lutter contre la déstabilisation que vous avez amenée. Stop this bad joke. Stop this bad joke. You can't teach human rights to Africans. You, American political elite, you can't teach human rights to Africans. Because we know that you don't respect them in America. In Abu Ghraib, you never respected them. In Guantanamo prison, you never respected those human rights you are talking about. Everywhere, through your wars in the world, you never respected them. So we don't fear to tell you the truth, America. Please shut up. Don't talk again about human rights to African people, because African people have been your victims. Even building America has been possible through human rights abuse on African people. In your field, in your minds, everywhere African people have been working to build America we know today. So stop insulting us. Stop giving us lectures of human rights while abusing them at the same time. Your methods are typically those of Shaitan. He says something on one hand, on the other hand, he does exactly the contrary. This is the method of Satan. He does, on one hand, something, and on the other hand, he does exactly the contrary of that thing. So stop. Please, stop now. Stop giving us lectures about it. Oui, mes chers amis, ce sont les vérités du vendredi à l'Amérique et à la face de l'Afrique. On a retenu notre proposition par un observatoire panafricain international des droits de l'homme, financé par les États libérés, pour rédiger chaque année des rapports sur les droits de l'homme concernant les pays qui écrivent les rapports sur les droits de l'homme. Nous aussi, on doit les monitorer. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Nous sommes dans le monde multipolaire. Le monde où les vérités sont dites. Celui qui n'est pas content, il saute et il cale en l'air. Oui, il va voir beaucoup. Allô, beaucoup. On va plus se taire. C'est fini comme ça. Là-bas, Poidio, tu pourras regarder après. Thank you, sweet as I you. Much love to you all. Excellent vendredi, excellent week-end à chacune et à chacun d'entre vous. C'est mon ami François Ouattara qui m'a accompagné ce matin. Daniel Essis. Komadi Service, je vous aime, mes amis. Afrique des libertés, je vous aime. Et Bakou, Abdoulaye Hassan, soyez bénis.
Ma sœur Léonie Ngenda Jimmy, sois bénie. Excellente journée à tous et à toutes. Merci. Merci. Portez-vous bien.